Madame, Monsieur, bonsoir. Xénophobie, racisme et migration au menu des questions d'actu ce soir avec un focus sur le cas tunisien. Des scènes choquantes de migrants subsahariens expulsés, abandonnés dans le désert à la frontière libyenne. À l'origine de ces expulsions, les violences qui ont éclaté quelques jours avant entre migrants subsahariens et habitants de la ville de Sfax, point de départ vers l'Italie. En effet, le tristement célèbre discours identitaire contre l'immigration subsaharienne du président tunisien en février a provoqué, voire même incité à une série d'attaques racistes menées par des groupes de civils dans le pays. Du coup, comme pour fuir cette haine affichée contre l'autre, contre l'étranger, les flux migratoires de ressortissants africains se multiplient entre la Tunisie et l'Italie. Il y a eu 2 vagues de départ selon les spécialistes. La première au moment même du discours du président tunisien, la seconde quand les migrants ont perdu leur logement et leur emploi. La mer Méditerranée est en train de redevenir ce cimetière de migrants. Mais pourquoi politiser la question migratoire en Tunisie à ce moment en particulier? Pourquoi, au lieu de mener des réformes économiques, on pointe du doigt le migrant? Cacher la misère par l'autre. C'est, semble-t-il, la nouvelle politique migratoire ou anti-migrant du président tunisien. Comme si les migrants étaient à l'origine de la détérioration des conditions de vie des Tunisiens. D'ailleurs, les propos du président Kais Saïed ont été rapidement salués en France par Éric Zemmour. Rappelez-vous, cet ancien candidat à l'élection présidentielle et surtout ardent défenseur de la théorie du grand remplacement, selon laquelle l'immigration constituerait une menace à l'existence d'une population de souche. Enfin, quelques questions d'actualité. Quel avenir pour les subsahariens qui sont déjà intégrés depuis des années en Tunisie? Quelle analyse sociologique et anthropologique de ce phénomène de racisme en Afrique du Nord? Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui 3 spécialistes. D'abord sur le plateau de questions d'actu, le sociologue et doyen de l'Institut d'études politiques à l'Université internationale de Rabat, professeur Mehdi Aliwa. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Se joint à nous depuis Tunis, le directeur de la rédaction du portail d'information Capitalis, Rida Kefi. Bonsoir et merci de vous joindre à nous également par téléphone. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Se joindra à nous plutôt. Alors ma première question vous est destinée, Rida Kefi. D'abord un mot sur la situation. La situation sur le terrain après ces mouvements d'expulsion qui ont été menés par les autorités tunisiennes il y a quelques jours. La situation est-elle plus calme aujourd'hui à Sfax? Que se passe-t-il sur le terrain? C'est un calme précaire. Il y a une peur qui est ressentie par la communauté des subsahariens dans tout le pays, parce qu'ils ne sont pas seulement à Sfax et dans les villes de départ pour l'Italie, ils sont un peu partout dans le pays, notamment aussi dans la capitale, à Tunis. Donc il y a une certaine peur parmi cette communauté, des interrogations aussi sur leur avenir. Il y a des questions, ils s'adressent aussi à leurs ambassades, ils essaient de trouver le moyen, pour certains en tout cas, de rentrer au pays, de voir la situation, en attendant que la situation se calme. À Sfax aussi, il y a une légère tension larvée entre les 2 communautés. Elle est encore là parce qu'il y a eu ce meurtre d'un jeune Tunisien par 3 présumés coupables subsahariens, 3 Camerounais, un 4e est en fuite, et ça ne s'est pas encore calmé. Les esprits sont encore très très enfiévrés, et donc voilà, le pouvoir il essaye de ménager la chèvre et le chou. C'est un exercice très difficile. Il a frappé fort au début, donc il a arrêté beaucoup de subsahariens qui n'étaient pas en situation régulière, et il les a ramenés dans le sud du pays, à la frontière libyenne. De là où ils sont venus, en fait, une autre partie ont été aussi transportés à la frontière algérienne, parce que la Tunisie n'ayant pas de frontière avec les pays africains subsahariens, en fait, les flux migratoires viennent d'Algérie et de Libye. Donc c'est ça la situation un peu difficile que gère le pouvoir en Tunisie,
qui se trouve être aussi au même moment dans une situation de grande difficulté économique. Et donc, nous allons y venir, mais est-ce que, alors, on parle aujourd'hui de centaines de migrants qui sont expulsés vers le désert, donc ce sont des migrants bien sûr dont la situation n'a pas été ou n'est pas régulière sur le sol tunisien, Média et Liwa. Mais moi, ma question, c'est que tout cela a commencé à cause de violences qui se sont déroulé à Sfax. Sfax, c'est un peu le point de départ, d'ailleurs, qui a été pointé du doigt il y a un peu moins d'un mois par le président tunisien qui vraiment fustige le fait qu'on choisisse la ville de Sfax comme point de départ vers les côtes européennes. Mais comment une rixe a pu dégénérer en une centaine d'expulsions et puis surtout, rappelons-le, ils ont été expulsés non pas vers leur pays d'origine, mais comme l'a rappelé Reda Kifi, ils ont été lâchés dans la nature, dans un no man's land, sur la frontière libyenne ou encore algérienne. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question, mais déjà, il faut rappeler un fait, il est interdit, d'expulser collectivement dans des pays dont les gens ne sont pas ressortissants. Donc déjà, on expulse individuellement après une décision de justice et on doit expulser dans le pays d'où sont originaires les gens. On ne peut pas faire ça. Ce que fait la Tunisie, et c'est ce qu'a fait d'autres pays, ce qu'ont fait d'autres pays maghrébins, ce que fait l'Algérie en ce moment, et ce qu'a pu faire le Maroc à une certaine période, avant le changement de politique, c'est totalement illégal du point de vue du droit international et même du point de vue du droit national, même du point de vue du droit tunisien. On ne peut pas faire... voilà, donc c'est un arbitraire de l'exécutif, c'est un arbitraire administratif. L'exécutif, sans passer par la justice, décide d'expulser des gens collectivement sur la base de leur couleur de peau parce que supposés étrangers à la Tunisie. Alors bien sûr, dans les faits, on peut contrôler l'identité, on peut savoir, on peut expulser, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des Tunisiens qui sont noirs de peau et donc ils peuvent aussi être harcelés par la police. Dans ces cas-là, voilà, oui, exactement. Mais c'est tout le problème et c'est ça. Non, mais c'est tout le problème de baser en fait une politique exécutive à partir d'un présupposé racial. Ça ne peut, même quand on peut avoir de bonnes raisons de le faire, ça n'aboutit jamais à des bonnes choses, ça aboutit systématiquement à des violences et au renforcement du racisme. Mais ce n'est pas une rixe qui a déclenché tout ça, c'est un contexte plus général, d'abord tunisien, mais on peut le trouver aussi ailleurs dans les pays d'Afrique du Nord, avec le sentiment que les pays d'Afrique du Nord ne sont pas des vrais pays africains et que les étrangers, lorsqu'ils sont noirs de peau, pour le dire clairement, qui viennent d'Afrique subsaharienne, ce sont des personnes plutôt pauvres et qui sont indésirables. On ne voit pas ça avec les Italiens ou avec les Espagnols ou avec les Français. Donc c'est toujours les mêmes qui sont pointés du doigt et on ne peut pas... Pourquoi pour des raisons du fait que l'Afrique du Nord, la Tunisie en particulier, mais les autres pays d'Afrique du Nord se sont construits sur l'idée qu'ils sont des pays de société arabe, sunnites, malékites, même si des fois non, ça, c'est religieux. La question... Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec les ethnies. Ben si, parce que ça a à voir avec les ethnies, parce que si vous êtes chrétien congolais, on va vous accuser de changer la démographie du pays en ramenant de la chrétienté en Tunisie, par exemple, dans les années 2000. Il y a combien justement? Parce que là, il y a une vraie guerre des chiffres. On parle de 700 000. Selon certains médias, il y aurait 700 000 migrants. Impossible. Impossible. Pour une population de 12 millions d'habitants, les Tunisiens? Oui, jamais de la vie. Alors après, ça dépend comment on compte, parce que si on a compté les Libyens qui, à un moment donné, ont fui un peu la guerre, voilà, mais beaucoup sont revenus chez eux. Donc il y a certaines villes, à Zarzé, on va d'autres villes de Tunisie où il y a eu des camps importants de réfugiés libyens, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Et donc on surestime, mais c'est pas nouveau, on surestime aussi au Maroc, par exemple, dans la population. Des fois, on peut dire, il y a des gens qui disent oui, il y a plus d'1 million d'Africains subsahariens au Maroc, alors qu'on n'atteint même pas 100 000. D'accord. Ouais. Donc on surestime le chiffre parce qu'on a un sentiment d'être débordé. Et c'est ce que vit aujourd'hui la Tunisie, c'est le sentiment d'être débordé par quelque chose. Plus on en parle à la télévision, plus ça touche les hautes instances de l'État, plus la société tunisienne a l'impression d'être débordée. C'est comme si on jette de l'huile sur le feu. Oui. Et donc il faut des paroles apaisantes. Et malheureusement, depuis quelques mois, ces paroles apaisantes ne sont pas venues de l'exécutif tunisien. Absolument. Bon, on a essayé de faire un pseudo-rétropédalage politique, mais bon, l'intention n'y était pas vraiment pour calmer les choses. Reda Kefi, je reviens vers vous sur cette question de chiffres et de guerre des chiffres, de combien
combien de migrants subsahariens en situation irrégulière ou en situation même régulière? Est-ce qu'on dispose de chiffres aujourd'hui exacts pour ce qui concerne la Tunisie? Il n'y a pas de chiffres exacts, mais il y a des estimations d'ONG qui sont actives et des organisations internationales, notamment l'Organisation internationale des migrations, auprès desquelles s'inscrivent souvent les réfugiés et demandeurs d'asile. Il y aurait autour de 30 000 en fait. J'imagine que ce chiffre a dû augmenter quelque peu ces derniers temps, d'où cette montée de la violence. Mais ça ne dépasserait pas, en tout cas, les 35-40 000. C'est ça à peu près le chiffre des migrants subsahariens. Beaucoup travaillent. En plus, il faut apporter un bémol. La question de la culture et de la religion, il vaut mieux l'écarter. Pourquoi? Parce que parmi les migrants qui sont aujourd'hui en difficulté en Tunisie, il y a des Soudanais qui fuient la guerre civile au Soudan, qui sont arabes et musulmans, sunnites. C'est ça. Donc, Ben oui. cette question-là, je pense qu'il faut éviter ce problème de la religion parce que il ajoute de la confusion à une situation qui n'est pas déjà assez claire. Pour le reste, bien sûr, il y a beaucoup d'organisations internationales qui sont actives dans ce domaine, beaucoup d'ONG aussi qui viennent en aide des migrants. Les migrants aussi il y a beaucoup d'entre eux qui sont intégrés dans le marché du travail tunisien parce qu'ils travaillent. Ils travaillent, ils sont. Mais quand vous dites intégrer, est-ce qu'intégrer veut dire régulariser? Parce qu'on peut être intégré sans pour autant. C'est la question que se pose aujourd'hui le patronat tunisien officiellement. Il y a eu une demande au gouvernement de régulariser un certain nombre de travailleurs, en tout cas ceux qui ont un contrat de travail, les régulariser pour qu'ils puissent profiter à l'économie tunisienne. Cette demande a été faite officiellement par les chefs d'entreprise. Malheureusement, le gouvernement reste complètement sourd à cette demande. Bon, cela dit, le gouvernement, j'ai envie de dire, utilise même cet argument-là pour défendre que, effectivement, ce sont des subsahariens qui peuvent prendre le job de Tunisiens qui souffrent d'un taux de chômage exacerbé. Mais avant de revenir vers ça, vu qu'on est en train de parler de factuel, il y a cette plainte de l'Organisation mondiale contre la torture, une plainte déposée contre la Tunisie. Cette organisation a été saisie par une victime qui assure avoir été privée de ses droits, arrêtée sans raison, frappée avec une barre de fer avant d'être expulsée vers la frontière libyenne. C'est inédit, Mehdi Aliwa, que ce genre de plainte soit déposé auprès d'une organisation telle que l'Organisation mondiale contre la torture. Non, ce n'est pas inédit, mais c'est inédit que ça prenne une dimension où un État est attaqué sur cette question-là. Mais en fait, il faut comprendre le contexte. Ça fait plusieurs années qu'on a des problèmes de violence aux frontières. Il ne faut pas oublier que les États européens eux-mêmes sont souvent attaqués par leurs ONG et souvent même condamnés par leur justice. Lorsqu'il y a une réelle séparation des pouvoirs dans certains pays démocratiques, on voit bien que les capitales, enfin l'exécutif se fait condamner pour avoir malmené, maltraité ou expulsé à chaud. Bon, par exemple, l'Espagne s'est fait plusieurs fois condamner pour avoir expulsé à chaud au Maroc, etc., etc. Nous sommes moins habitués sur cette partie de la rive Méditerranée à ce que la justice soit saisie comme ça et condamne l'exécutif. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra faire la lumière sur ce qui se passe, mais c'est une vieille histoire, ça fait plus de 30 ans. Il faut comprendre que les pays frères de l'autre côté du Sahara regardent ce qui se passe en Afrique du Nord et l'accusation rapide, mais pas complètement injustifiée, d'un racisme inhérent aux sociétés d'Afrique du Nord est là, en disant ça fait 30 ans que, certes, il y a des migrants qui tentent de passer sans autorisation les frontières, mais les violences qui leur sont opposées sont démesurées par rapport aux risques que font courir ces populations sur les sociétés concernées et qu'il faudrait un point de vue beaucoup plus humaniste
de la chose. Et pour l'instant, on n'en est pas là. En tout cas, pour l'Algérie, la Tunisie, on n'en est pas du tout. Quand vous dites point de vue humaniste, ça veut dire que c'est les ONG, en tout cas les ONG dénoncent, ne cessent de dénoncer. Oui. Les ONG tunisiennes, les ONG internationales. Non, ce sont les autorités. Ce sont les autorités. Par exemple, le Maroc s'est engagé à avoir une politique plus humaniste vis-à-vis des migrants. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui tentent de passer les frontières et s'ils n'en ont pas le droit, les autorités sont dans leur devoir et dans leur droit de les empêcher de le faire et d'utiliser si nécessaire la force. Sauf qu'en même temps, il y a des femmes enceintes, il y a des enfants, il y a des personnes qui peuvent demander l'asile. Et à ce moment-là, il faut savoir faire les choses. Oui, un pays a le droit d'expulser des non-ressortissants en situation irrégulière, mais il doit le faire selon des procédures. Et donc ces procédures-là, depuis quelques mois, ne sont absolument pas respectées en Tunisie. Et donc il faudrait à ce moment-là regarder de près pour quelles raisons. Voilà. Enfin, pour quelles raisons je pense que la raison est claire. Si ce rejet de l'autre, de l'étranger, du subsaharien, du migrant est entretenu au plus haut niveau de l'État tunisien, le reste des institutions, j'ai envie de dire, ne feront que suivre, surtout quand celles-ci ont été quelque peu affaiblies ces derniers temps par ce même exécutif. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une société civile tunisienne extrêmement riche, extrêmement résiliente. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ce qu'on a appelé le printemps arabe a commencé en Tunisie. Donc l'exécutif ne peut pas gérer comme il veut. Il y a une justice, il y a une justice indépendante. Donc la Tunisie est un état de droit. Donc on voit cette pression. Aujourd'hui, on voit bien que c'est difficile pour la société tunisienne de résister à cette pression, mais il y a des moyens de faire. Okay. Donc il peut y avoir des devoirs de réserve, il peut y avoir aussi de la désobéissance civile à un moment donné, il peut y avoir aussi des jugements qui peuvent bloquer, mais c'est arrivé au Maroc, hein, vous savez. Enfin, vous dites qu'il peut y avoir, mais entre ce qu'il peut y avoir et ce qui va réellement se passer, on n'est pas sûr que ça peut réellement se concrétiser. Voilà. Aujourd'hui, les faits ne nous rassurent pas. Ce qui se passe en Tunisie ne nous rassure pas. Justement, la question, est-ce qu'on peut vraiment dire que la situation est aujourd'hui inquiétante? Parce qu'après le discours, effectivement, on a dit que c'était inquiétant, ce retour de racisme, mais surtout que c'est tenu par le président himself. Qu'est-ce qui vous paraît préoccupant dans l'évaluation ou dans l'évolution des choses en Tunisie, Mehdi Aliwa? Ce qui me paraît préoccupant, c'est quand l'exécutif décide de désigner une population du fait de leur couleur de peau comme étant civilisationnellement hors société et problématique parce que sans papier, parce que volant entre guillemets, soi-disant, volant le travail aux autochtones. Lorsqu'on ouvre ces boîtes de Pandore, c'est très difficile parce que c'est qu'une partie de l'opinion des Tunisiens. Ce n'est pas l'opinion de la majorité. Et donc c'est très difficile lorsque l'exécutif commence à avoir ce vocabulaire de mettre des garde-fous. C'est ça qui fait peur, c'est que c'est une fuite en avant permanent. Et donc, et on le voit bien, c'est-à-dire qu'une rixe, un problème, peut-être un crime fait par des populations non ressortissantes étrangères, apparemment d'origine camerounaise, mais peut-être je peux me tromper, en tout cas présumé coupable d'un crime. Et à ce moment-là, d'un coup, carrément des émeutes, enfin, c'est pas vraiment des émeutes, mais quasiment, et d'un coup, une réponse de l'exécutif très en dehors de toutes les règles. C'est ça qui fait peur, c'est-à-dire que la moindre étincelle peut faire basculer. Basculer, oui. Et ça, enfin, c'était à chaud déjà, hein. C'est-à-dire que c'est comme pour les incendies l'été, c'est-à-dire on va dire que l'environnement était déjà prédisposé à ce que la flamme prenne rapidement. Alors justement, en parlant de cet environnement, Reda Kefi, les habitants de Sfars ont réclamé le départ des migrants. Ils n'étaient pas contents de leur présence. Oui, ça c'est clair. Moi j'inverserais en fait un peu la logique. Ce n'est pas le régime qui imprime ce mouvement. Mais comme tous les régimes populistes, il essaye de coller un peu, comment dire, au feeling, aux émotions des foules. Et le problème, c'est que le problème des migrants s'est posé réellement au niveau de la population et les rixes, les problèmes existent depuis de longs mois maintenant.
Ça n'a pas commencé à Sfax il y a 2 semaines. Donc, bon, bien sûr, il y a eu l'étincelle, la goutte qui a un peu fait déborder le vase, mais en fait, le problème existe, le problème est réel, parce qu'il y a un problème économique et social en Tunisie. La Tunisie est un pays émetteur de migrants. Une grande partie des migrants qui arrivent en Italie sont des Tunisiens, des jeunes Tunisiens en recherche de travail, de situation en Europe. Donc, c'est cette conjonction de plusieurs problèmes, parce qu'il y a aussi une communauté noire importante en Tunisie. Donc, les Noirs ont toujours été, la communauté noire africaine a toujours été bien intégrée dans la société. D'ailleurs, il y a eu d'énormes manifestations de la population dans la plupart des villes tunisiennes pour dénoncer ce racisme que la société ne connaissait pas, en fait. C'est ça un peu le paradoxe de la situation tunisienne actuelle. Il y a ce sentiment d'une éruption d'un phénomène qui hier encore était inconnu de la société, qui est le racisme anti-noir africain. Et c'est une situation qui est très difficile pour tout le monde, pour la population bien sûr, qui vit des difficultés économiques énormes, pour bien sûr ces Noirs africains qui, eux, ne demandent pas de s'installer, qui sont là juste en transit parce que eux aussi, ils pensent à aller en Europe. Et s'ils travaillent, c'est pour ramasser un peu d'argent pour pouvoir payer justement les réseaux de passeurs qui en Méditerranée et qui ne sont pas ni tunisiens, mais ils sont enfin de toutes les nationalités. Aujourd'hui, il y a même des Africains subsahariens qui s'organisent entre eux pour construire des bateaux. Il y a eu on a trouvé des ateliers où ils s'arrangent parce que la traversée est devenue très coûteuse parce que les réseaux européens avec les relais en Tunisie ont augmenté les prix des traversées. Et donc aujourd'hui, ils s'arrangent eux-mêmes pour construire leurs bateaux, souvent sans les mesures de sécurité élémentaires, et des bateaux qui échouent souvent en pleine mer. Et c'est ça le drame de cette situation assez complexe et qui n'est facile pour personne en fait. Il va falloir aujourd'hui, moi je pense que l'Europe, parce que c'est en fait cet effet d'appel de l'Europe qui fait que il y a cette ruée vers le vieux continent, parce qu'il y a le sentiment qu'il y a une possibilité de construire quelque chose là-bas, et c'est un peu la situation de pauvreté en Afrique subsaharienne, la situation aussi de difficulté en Afrique du Nord, qui fait que il y a ce phénomène-là qui prend cette ampleur aujourd'hui. Parce que n'oublions pas que les traversées vers l'Italie, ça a commencé autour des années 2000. Ça n'a pas commencé, ça fait 23 ans, 24 ans que ça a commencé. Mais ça a pris cette ampleur ces derniers temps parce que justement le phénomène s'est accru très, très rapidement dans une situation qui était elle-même explosive et difficile sur le plan économique, social, politique, etc. Oui. Alors, bon, vous avez parlé de l'Europe. Il y a un communiqué qui a été publié mercredi de la branche de Sfax de la centrale syndicale UGTT où elle accuse le pouvoir d'avoir aggravé le phénomène d'immigration clandestine avec, je cite, un extrait de ce communiqué en jouant le rôle de gendarme de la Méditerranée, c'est un grand mot, interceptant les bateaux des migrants africains subsahariens clandestins et les acheminant à Sfax. Fin de citation. Alors, par rapport à ce communiqué, vient de se joindre à nous l'universitaire et fellow à l'Institut Convergence Migration, professeur Riyad Ben Khalifa. Bonsoir, merci de vous joindre à nous. Merci à vous. Donc, nous étions en train de parler de cette question de soutien quand même à cette orientation du populiste du chef de l'État, quand on voit que... Et puis chacun en tout cas jette la responsabilité sur l'autre. On a évoqué un peu plus tôt le rôle de la société civile face à la gestion sécuritaire de la migration en Tunisie. Vous avez, Riyad Ben Khalifa,
consacrer un papier, un policy paper à la question quand l'image conditionne l'action. Et ça s'étale sur la période de 2011 à 2022. Donc, dans votre policy paper, j'aimerais bien que vous partagiez avec nous et avec nos téléspectateurs les points saillants de cette étude empirique que vous avez menée et surtout le switch après 2022. Permettez l'analogie, c'est-à-dire après que le nouveau président ait pris le pouvoir, ou en tout cas ait accédé au pouvoir en Tunisie. Bon, la question, c'est qu'après la chute du régime Ben Ali, la société civile a montré un certain engagement pour défendre les droits des migrants. Vous vous rappelez qu'après la chute du régime de Kadhafi, il y a à peu près 700 000 migrants et réfugiés qui sont venus de Libye et la Tunisie a servi de lieu de transit ou lieu d'installation provisoire et pour certains, ils sont restés dans les villes tunisiennes et notamment aussi dans le camp de Choucha quelques années, le temps d'étudier leur dossier de demande d'asile par l'UNHCR, parce que la Tunisie a délégué une partie de sa souveraineté à l'UNHCR en matière de traite des dossiers des demandeurs d'asile. Bien évidemment, la société civile en Tunisie, elle a combattu cette approche sécuritaire héritée du temps de Ben Ali et adopté également par tous les gouvernements successifs en Tunisie jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a certes une pression de l'Union européenne et des pays de l'Union européenne, soit à une échelle bilatérale, soit avec les mécanismes de l'Union européenne, profitant de la situation difficile, notamment économique de la Tunisie après 2011, et la société civile était là pour rappeler les fondamentaux, qu'il y a une possibilité de gérer cette migration, la migration irrégulière des Tunisiens et l'immigration des subsahariens et l'immigration aussi des subsahariens depuis la Tunisie vers les côtes européennes. Donc c'est très important d'adopter une approche respectueuse des droits de l'homme et pour certaines associations, elles ont travaillé sur une approche inclusive des migrants. Il y a une nécessité de revoir l'arsenal législatif. Alors vous dites qu'il faut revoir l'arsenal législatif. Il y a une loi. Cette loi a été instaurée le 3 février 2004. Et justement, cette même loi répondait aux exigences européennes. Oui, cette loi répondait aux exigences européennes, mais elle répondait aussi aux contraintes sécuritaires, à la vision sécuritaire du régime de Ben Ali. Okay. Le fait que Ben Ali ait marchandé avec l'Union européenne pour avoir quelques avantages, et cette loi n'a pas été abolie, elle est restée en vigueur. Et je vous rappelle que la Tunisie, jusqu'à aujourd'hui, elle fonctionne avec des lois qui ont été promulguées sous Bourguiba et la loi de 2004 qui réprime d'une façon plus sévère, notamment les personnes qui aident les immigrants irréguliers. Les gouvernements successifs jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une proposition en 2016 pour promulguer une autre loi qui a été largement négociée avec la société civile et qui a été négociée avec des organismes publics, comme elle a été préparée par le Centre des études judiciaires, dépendant du ministère de la Justice, avec l'appui et le soutien de l'Union HCR. Il y a une large consultation avec la société civile tunisienne. Donc, mais la voix de la société civile, c'est vrai qu'il y a un travail, il y a des consultations, les organismes de la société civile obtiennent même des financements de l'Union européenne. Mais quand on arrive sur le plan pratique, ces rapports, ces études-là, ces propositions de la société civile, elles sont mises dans un tiroir. Et là, le problème, c'est qu'il y a une possibilité de voir autrement. Si on s'accroche à
à appliquer cette politique sécuritaire, le résultat, c'est plus de morts, plus de disparus, et on va engraisser les réseaux de la traite des personnes. C'est ça le problème. Est-ce qu'on ne peut plus. Alors, il y a un problème aujourd'hui. Vous parlez d'une gestion inclusive. En connaissant la réalité aujourd'hui de la gestion politique en Tunisie, de quelle inclusion, qui sera... Est-ce qu'on peut parler, comme vous le citez d'ailleurs, et ça m'a interpellé dans votre papier, d'une gestion démocratique de la migration en Tunisie aujourd'hui? Est-ce envisageable? Est-ce réaliste? Est-ce réalisable aujourd'hui? Oui, c'est réalisable. C'est réalisable. Et la société civile, même si elle est mise à l'écart, elle revient toujours avec des propositions. Et je veux vous donner un exemple parce que c'est très actuel. L'Institut arabe des droits de l'homme et l'association Terre d'Asile Tunisie ont publié, à la suite de la crise de Sfax, qui a suivi l'assassinat d'un Tunisien par un subsaharien, un communiqué de 10 points pour sortir de la crise actuelle. Je vais résumer. Donc, la première idée, c'était d'apporter de l'aide d'une façon urgente, de calmer la situation. Le deuxième point, vous pouvez le trouver sur le site de l'Institut arabe des droits de l'homme. Le troisième point, c'est d'arrêter les opérations de déplacement forcé vers la frontière, notamment la frontière tuniso-libyenne. Et lutter contre les campagnes de diffamation. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de discours de haine et qui ne sont pas sanctionnés. Lutter contre la traite des personnes, ça c'est la pierre angulaire de la société civile, n'est pas contre la lutte contre la traite des personnes. Promouvoir le dialogue entre tous les acteurs et le réseautage entre les organismes nationaux et les organismes internationaux. Le septième point, la création d'une commission de gestion de la crise actuelle. Et aussi prendre en considération la dimension humanitaire dans le rapport de partenariat avec l'Union européenne. Les deux derniers points, c'est de prendre des mesures provisoires pour gérer des situations urgentes. Et le dernier point est d'essayer d'articuler la question migration-développement. Parce que ce dernier point n'est pas clair, il y a une possibilité de légaliser une situation, comme ça a été fait au Maroc, donc pour régulariser les situations des migrants, notamment ceux qui se trouvent inclus dans le système économique. Ça veut dire qu'ils travaillent réellement, soit chez les particuliers, soit chez certaines entreprises, dans les restaurants. Voilà, ça c'est très important de prendre en considération, d'alléger, d'assouplir le code de travail tunisien qui est très rigide. Et dans les propositions de la loi de 2016 sur l'immigration et l'asile, et les études qui ont été faites notamment par l'éminent juriste tunisien Hatem Kotran, qui vient de publier un livre sur le code du travail tunisien, il y a une nécessité d'assouplir le code du travail. Il y a une nécessité de ne pas criminaliser l'action de la société civile. Il y a une nécessité d'avoir un peu plus de transparence dans ces rounds de négociations entre la Tunisie et les pays de l'Union européenne. Nous avons vu récemment ces visites successives de responsables européens et de responsables italiens, hollandais et français en Tunisie. Tout ça doit être... la société civile ne doit pas être mise à l'écart, parce que la société civile peut soutenir le gouvernement tunisien. À un moment où l'Union européenne essaie de profiter de la faiblesse de l'État tunisien, de la crise économique de la Tunisie, pour imposer des choix, pour essayer de créer des centres, des plateformes de débarquement, pour essayer de créer des centres de rassemblement de ces immigrés indésirables en Europe, et l'Europe essaie de les expulser vers la Tunisie. Pour le moment, on résiste, mais la Tunisie peut encore résister si elle s'appuie sur la société civile. Parce que la société civile, grâce à ces rapports... Vous dites que... Alors, professeur Ben Khalifa, si vous permettez, vous dites que la Tunisie, aujourd'hui, elle résiste. Or, et comment l'expliquer d'ailleurs, Kais Saïd semble bénéficier d'un soutien populaire sur cette question de l'immigration.
Vous n'allez pas me contredire parce que on le voit sur les réseaux sociaux. Vous avez dit qu'il faut lutter contre les campagnes de dénigrement. Mais on voit qu'il y a une large frange de la population tunisienne qui n'en peut plus de ces migrants et qui l'exprime sur les réseaux sociaux. Donc, en gros, ma question... Écoutez, les réseaux sociaux, tout d'abord, ne sont pas un repère fiable. Vous savez qu'il y a des personnes derrière qui sont beaucoup plus actives que d'autres, des personnes qui sont engagées, des personnes qui sont racistes, des personnes qui... sont dérangés par la présence des Noirs en Tunisie. Oui, mais il y a... Alors, l'UGTT, je l'évoquais juste avant que vous joigniez à nous, dans son communiqué, elle dit qu'elle accuse d'ailleurs le pouvoir d'avoir aggravé le phénomène d'immigration en jouant le rôle de gendarme de la Méditerranée, interceptant les bateaux des migrants. Et que, bon, il est clair que même les syndicalistes ne veulent pas de ces migrants pour notamment Sfax, qui est utilisé comme un peu point de départ vers l'Italie, vers l'Europe, de manière générale. Écoutez, le bureau exécutif de l'UGTT, c'est ça qui représente réellement les positions de l'UGTT, a publié hier un communiqué pour soutenir les instituteurs et à la fin, il a consacré un paragraphe pour condamner toute atteinte aux droits des migrants subsahariens. Le fait, les déplacements forcés, les GTT est contre. Le fait de faire des campagnes de diffamation ou de les maltraiter, c'est quelque chose que le GTT n'accepte pas. Je parle de la position de la centrale syndicale. Par ailleurs, vous pouvez trouver, par exemple, un autre communiqué de militants de base qui ont signé un autre communiqué pour refuser que des migrants subsahariens éloignés de la ville de Sfax soient hébergés dans une école publique. Ça veut dire que l'opinion publique tunisienne, elle est partagée. L'opinion publique tunisienne est divisée, effectivement. Donc, même au sein de l'UGTT, vous voyez ces positions contradictoires. D'un autre côté, le problème se pose parce qu'il y a eu une concentration anormale de migrants subsahariens, notamment dans la région, dans la ville de Sfax. Et dans la ville de Sfax, voilà, donc c'est là où la ville de Sfax est devenue une plaque tournante de l'immigration subsaharienne vers l'Europe. D'accord. Je voudrais juste... C'est un peu la concentration, notamment à Sfax et dans d'autres villes. Alors, l'opinion publique clairement divisée, mais il y a aussi des éléments qui exacerbent un peu les tensions. C'est principalement la crise économique grave que traverse la Tunisie aujourd'hui. On parle d'une inflation qui caracole encore à 10%, le taux d'endettement explose du pays, Média Eliwa. Aujourd'hui, la situation économique est grave. Alors, c'est un peu le cercle vertueux. Est-ce que c'est la crise économique qui fait que on pointe du doigt la présence de migrants qui n'aident pas à améliorer la situation économique et vice-versa? Est-ce que, clairement, ce n'est pas aussi un moyen de détourner l'attention de l'opinion publique des réels problèmes qui ravagent aujourd'hui l'économie tunisienne? Alors déjà, je tiens à souligner qu'il y a beaucoup de points communs entre la Tunisie et le Maroc du point de vue de la société civile. C'est important ce que répète le professeur Ben Khalifa, de montrer comment on ne peut pas faire de politique publique, de gouvernance digne de ce nom sans associer la société civile. Et effectivement, en Tunisie, il faut saluer la résilience de cette société civile qui nous apporte énormément de choses à méditer et même à s'en inspirer. Et du côté pour répondre à votre question plus clairement, en fait, il n'y a pas de xénophobie sans une once de racisme et il n'y a pas de racisme qui naît seulement des crises économiques. C'est là, c'est présent. Si vous voulez, tout à l'heure vous avez pris l'exemple, cher Madame Hissène, du feu de forer l'été, c'est qu'il y a déjà des brasiers et effectivement la crise économique fait qu'on souffle sur le brasier et puis il y a des gens qui sont des pyromanes et qui aiment bien voir la société brûler pour des raisons, pour des agendas particuliers ou pour des raisons pathologiques. Mais en Tunisie comme ailleurs en Afrique du Nord, il y a aussi un problème par rapport à la question raciale. On ne peut pas le minimiser.
On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas de racisme anti-noir en Afrique du Nord. C'est une réalité, sauf que ça touche une minorité de la population. Et avec les crises, ça commence à donner des idées aux autres. Ce n'est pas simplement que la question du racisme, c'est aussi la question de la xénophobie, je l'ai dit, et notamment de la peur des migrants. On parle négativement des migrants partout sur Terre, en oubliant que les migrants, certains sont riches, certains sont pauvres, c'est vrai. Certains, ce ne sont plus des migrants, sont tellement installés depuis longtemps qu'il ne faut plus les appeler comme ça. Et en fait, on alimente en Europe et un peu partout sur Terre. On peut regarder les images en Amérique latine ou à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. On peut regarder les images dans les centres de rétention en Allemagne, au Danemark, en Suède. On a un discours anti-immigré mondialisé. D'accord. Et la Tunisie, comme le reste de la société du monde, sont connectés. Et donc, il y a un mélange des deux. Il y a un vieux racisme anti-noir qui est inhérent à l'Afrique du Nord. Même si c'est la minorité de la population, il ne faut pas le minimiser. Et il y a un discours anti-migrant qui est présent. En tout cas, c'est une construction progressive de ce discours anti-migrant qui est d'abord appuyé par le président tunisien, on va le rappeler encore une fois. Et là, c'est vraiment... Oui, son discours était malheureux, on l'a commenté partout. Les Tunisiens étaient très tristes de ce discours-là. À un moment donné, on ne peut pas être au plus haut au rang de l'État et avoir ce discours-là. Donc il y a un rétropédalage. Un discours vraiment à la limite du discours ou des propos complotistes du grand remplacement. Et j'ai cité que l'exemple de Zemmour en France, mais il y en a partout. C'est-à-dire que cette théorie du grand remplacement, elle pullule un peu dans toutes les sociétés européennes. Totalement. Mais l'imaginer en terre africaine, c'est quand même, il y a de grandes questions à se poser là-dessus. Il y a des vraies questions, surtout que justement se joue autour de ça non seulement la question de l'Afrique du Nord, mais la question du reste du continent. Sommes-nous dans l'Union africaine? Avons-nous une gouvernance migratoire africaine digne de ce nom? Et comment résister aux pressions? C'est ce qu'a rappelé le professeur Ben Khalifa. Comment résister aux pressions européennes qui veut débarquer sur les côtes méditerranéennes alors que nous n'en sommes pas responsables, des personnes qu'on va expulser, on ne sait pas dans quelles conditions. Mais souvenez-vous, on en discute encore, les Britanniques qui veulent expulser les gens au Rwanda. En fait, on est dans un monde où il ne fait pas bon d'être étranger, et en plus d'être étranger, de peau foncée, voire noire de peau. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être très attentif, parce que la violence peut aller beaucoup plus vite qu'on ne le croit, et aucune société n'est à l'abri si on ne prend pas les précautions nécessaires. Rida Kefi, il y a déjà vous en avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a aujourd'hui des subsahariens qui sont intégrés, qui sont régularisés, mais qui risquent aussi peut-être des représailles, que sais-je, si ce discours est alimenté presque au quotidien, ce discours anti-migrant? En tout cas, autour de moi, je vois qu'il y en a un certain nombre qui sont relativement bien intégrés à la société, qui travaillent encore. Bien entendu, le discours officiel a un peu rendu la situation difficile, parce qu'aujourd'hui, les patrons, les chefs d'entreprise qui emploient des subsahariens, malheureusement, sont obligés de s'en séparer. Pourquoi? Parce qu'on leur a expliqué que c'est illégal et qu'ils s'exposeraient à des sanctions. Donc malheureusement, beaucoup ont perdu leur travail, alors qu'il était bien intégré, qu'il était même, pour certains, très apprécié par leur employeur. Ils font en effet des travaux que ne font pas habituellement les Tunisiens, ne fût-ce que la cueillette des olives. Vous savez, c'est une richesse importante en Tunisie, l'olive et l'huile d'olive. Et on a trouvé, parce que les Tunisiens ne veulent plus faire ce genre de travail, on a trouvé une main-d'œuvre utile pour l'économie du pays, et c'est cette communauté de migrants subsahariens qui, depuis quelques années déjà, ça date d'au moins d'une décennie, qui font justement ce travail-là. Donc cette communauté a les moyens d'intégrer la société tunisienne, d'avoir un rôle économique dans la société tunisienne. Il faut juste organiser tout ça sur le plan officiel, c'est-à-dire trouver le moyen de les doter de cartes de séjour, une certaine reconnaissance officielle de leur existence sur le territoire national. Beaucoup sont prêts, peut-être pas
à rester en Tunisie s'ils parviennent à régulariser leur situation et à s'intégrer. Parce qu'il n'y a pas un rejet, comment dire, épidermique. Il y a des réactions populistes, des surenchères de tous côtés. Les partis politiques, le pouvoir, il y a un populisme régnant. Il y a une politisation de la migration aujourd'hui en Tunisie. Et puis n'oublions pas, il y a un élément très important, et là l'UGTT, je pense, la petite phrase de l'UGTT qui a parlé de la Tunisie gardienne des frontières de l'Europe, elle est dirigée, elle est pointe l'Union européenne qui cherche justement à exporter, à sous-traiter, excusez le mot, je le mets entre guillemets, le sale boulot par un État qui est en difficulté et qui a trouvé malheureusement, et là je parle de l'Europe, l'Europe s'est alignée sur Madame Meloni, sur l'extrême droite fasciste italienne dans la gestion sécuritaire de la question de la migration. La France est embourbée dans ses problèmes politiques. L'Allemagne regarde vers l'Ukraine et la Russie. Donc, on a laissé la gestion de ce problème-là à l'Italie qui a trouvé, a trouvé un contact assez utile avec le président Sayed. Il y a eu comme un feeling entre Madame Meloni et Monsieur Sayed. Ils ont trouvé un accord. Sayed a des difficultés économiques, a des problèmes économiques. Il cherche de l'aide et il est prêt à faire le boulot. Il a montré qu'il était prêt à faire le boulot. Et c'est dans cette situation-là où nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, et il y a un élément important, le fait que l'accord sur la migration entre la Tunisie et l'Union européenne, qui devait être signé depuis au moins une vingtaine de jours, n'a pas encore été signé. C'est que à Tunis, il y a encore des hésitations. C'est que et l'hésitation, elle se trouve au sommet de l'État tunisien. Je crois que le président Sayed commence à hésiter à faire le pas parce qu'il a senti que la dérive va peut-être l'amener très loin et que ça va lui être difficile ensuite de justifier certaines actions, notamment lorsque l'Europe va déverser un certain nombre de migrants subsahariens sur le territoire tunisien. Merci, merci beaucoup. Je pense qu'il y a une hésitation et cette hésitation, je pense que la société civile doit en profiter pour mettre la pression, pour empêcher justement que cet accord soit signé. Merci beaucoup. Merci Rida Kefi. Un dernier mot, Riyad Ben Khalifa, pour clore ce débat et cette discussion sur cette montée de racisme et de xénophobie en Tunisie. Et puis, vraiment, un dernier mot sur... vous avez partagé avec nous les recommandations. Entre-temps, il y a eu une réunion du Conseil de sécurité nationale tunisien consacrée aux mesures urgentes. Est-ce que vous avez le sentiment que le pouvoir en Tunisie tend l'oreille pour justement récolter ces recommandations, peut-être prendre en compte ces mesures que vous proposez, que propose la société civile pour sortir de cette impasse migratoire? Tout d'abord, il y a un point qu'il faut éclairer pour qu'on puisse voir assez clair la situation, c'est que les positions du président tunisien Saïd ont évolué. Entre le communiqué du 21 février 2023 et le communiqué du 5 mars, il y a eu un recul visible. Donc, par rapport à la question de la théorie de grand remplacement et tout ça. Donc, il a, sans s'excuser, il a quand même publié un autre communiqué pour dire qu'il y avait un malentendu et il a multiplié aussi les différents ministres ont multiplié les gestes à l'égard des migrants subsahariens et ont rappelé les liens étroits entre la Tunisie et les pays de l'Union africaine. Récemment, lors de la visite de ministre français de l'Intérieur et du ministre, je crois, du ministre italien, le président tunisien a déclaré que la Tunisie n'est gardienne que de ses frontières. Je pense que les déclarations que le Forum tunisien des droits économiques et sociaux en première ligne et d'autres militants des droits de l'homme, de la Ligue tunisienne des droits de l'homme et d'autres organismes ont peut-être eu un certain écho chez les responsables tunisiens
qui ont compris qu'il faudrait être prudent et qu'il faudrait peut-être manœuvrer avec les pays de l'Union européenne qui cherchent par tous les moyens à envoyer vers la Tunisie, dans un futur proche, les ressortissants des pays tiers et de multiplier l'expulsion des Tunisiens. Je pense que le pouvoir tunisien a pris, sur le plan diplomatique, conscience de la nécessité de bien négocier, de gérer, et que ce n'est pas dans l'intérêt du pays d'accepter ces accords-là, même sous la pression. Mais d'un autre côté, le nombre d'immigrants subsahariens ne cesse de se multiplier en Tunisie. Et aussi, le problème, c'est que ces migrants se concentrent dans des quartiers particuliers, notamment dans la ville de Sfax, du côté de la Marsa, et du côté de Raouet, dans le Grand Tunis, et plus ou moins dans la banlieue de Sousse. Le problème de la concentration de ces migrants donne l'impression, dans certains quartiers, qu'il y a une sorte d'invasion étrangère, je mets ça entre guillemets, et que le pouvoir tunisien, je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Est-ce qu'ils ont laissé la situation s'empirer de cette façon, ou ils avaient des contraintes, ils avaient des difficultés à intervenir dans le cadre d'un conflit entre des Tunisiens et des étrangers. Donc, en tout cas, à Sfax, la situation est mal gérée et actuellement, ce qu'il faut faire, il ne faut pas expulser les migrants subsahariens en dehors de la ville de Sfax, il faut trouver des structures d'accompagnement, mais il ne faut pas que l'accueil ou l'hébergement des migrants dans certains établissements ne deviennent durables. Merci beaucoup. Voilà. Merci, professeur Ben Khalifa. Merci d'avoir été avec nous. Justement, rappelons d'ailleurs que le président tunisien a mandaté son ministre de l'Intérieur pour lutter contre un phénomène qui, selon lui, crée un climat d'insécurité, voire même qui a parlé de migrants qui terrorisent les citoyens tunisiens. Alors oui, il y a eu un rétropédalage, mais en demi-teinte, de la présidence tunisienne en ce qui concerne ces migrants. C'est un sujet sur lequel nous allons certainement revenir parce qu'il y aura des évolutions, j'en suis sûre, dans les semaines, voire les mois à venir. Merci beaucoup à vous, Mehdi Aliwa. Merci pour l'invitation. Merci encore une fois à Riyad Ben Khalifa, universitaire et fellow à l'Institut Convergence Migration. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir et merci à vous également, Reda Kefi. Et merci à vous pour votre fidélité à Question d'Actu. Très bonne soirée à toutes et à tous.